gémit-il dans un dernier râle douloureux. Ses paupières se fermèrent et la tension quitta son corps. Alors seulement la jeune femme pressa sa joue soyeuse contre celle du vieil homme, trempée de larmes. Besançon, France, 24 novembre 1995. La vieille femme entra dans le petit salon et se dirigea vers la cheminée crépitante. La température était glaciale et sa toux ne faisait qu'empirer. Calant son corps fragile dans un fauteuil, elle tendit le bras pour atteindre la dernière édition du Times sur le guéridon et l'ouvrit à la rubrique nécrologique. Sa tasse d'English breakfast retomba avec fracas sur sa soucoupe de porcelaine. Un titre s'étalait sur un tiers de la page du journal. Une légende vivante est morte. Sir James Harrison, considéré par beaucoup comme le plus grand acteur de sa génération, est décédé hier à son domicile londonien auprès de ses proches. Il avait 95 ans. Des obsèques privées auront lieu la semaine prochaine. Une commémoration sera organisée à Londres en janvier. Son cœur se serra. Le journal tremblait tant entre ses doigts fébriles qu'elle parvint à peine à poursuivre sa lecture. L'encart était illustré d'une photo de James en présence de la reine, le jour où il avait été fait chevalier de l'ordre de l'Empire britannique. Les larmes de la vieille femme roulèrent sur le papier, effaçant les traits du visage, de l'épaisse chevelure grise qu'elle caressait. Pouvait-elle, oserait-elle revenir? Une dernière fois, pour lui dire adieu. Sur le guéridon, son thé du matin refroidissait. Elle tourna la page et poursuivit sa lecture, savourant chaque mot du récit de la vie et de la carrière de l'acteur. Puis un titre attira son attention. Les corbeaux disparaissent de la tour de Londres. La nuit dernière, une déclaration officielle a confirmé la disparition des célèbres corbeaux de la tour de Londres. La légende, vieille de plus de 500 ans, veut que Charles II les ait nommés protecteurs de la tour et de la couronne britannique. Le maître des corbeaux a été alerté hier soir de leur disparition et des recherches à l'échelle nationale sont en cours. La vieille femme fut parcourue par un frisson de peur. Elle connaissait trop bien la légende pour croire à une simple coïncidence. Puisse le ciel nous venir en aide. Chapitre 1. Londres, 5 janvier 1996. Joanna Aslam filait à toute allure à travers Covent Garden, le souffle court et les poumons brûlants sous les formes. Alors qu'elle esquivait les touristes et tentait une percée entre les troupeaux d'enfants en sortie scolaire, elle manqua de renverser un musicien ambulant et le sac à dos qu'elle portait à l'épaule valsa dans les airs. Elle déboucha sur Bedford Street au moment même où une limousine passait le portail en fer forgé qui marquait l'entrée de l'église Saint Paul. Une nuée de photographes s'amassa autour de la voiture alors que le chauffeur en sortait pour ouvrir la portière arrière. Non, non! Puisant dans toutes ses dernières forces, Joanna accéléra sur la centaine de mètres la séparant du portail, puis dans la cour pavée. L'horloge sur la façade en briques rouges de l'église lui confirma son retard. En approchant de l'entrée, elle balaya du regard la foule de paparazzi et repéra Steve, son photographe, au premier rang. Il avait réussi à se poster sur les marches. Elle lui fit signe et il lui répondit par un pouce en l'air. Jouant des coudes, la jeune femme s'extirpa de la masse compacte des photographes regroupés autour de la limousine. À l'intérieur de l'église, la lumière tamisée des chandeliers suspendus éclairait des bancs déjà bondés. L'orgue jouait un air sombre. Elle présenta sa carte de presse à l'entrée et se glissa sur un banc à l'arrière, soulagée de pouvoir enfin s'asseoir. Ses épaules se soulevaient au rythme de sa respiration saccadée alors qu'elle farfouillait dans son sac à dos en quête d'un carnet et d'un stylo. Il faisait un froid glacial dans l'église et pourtant Joanna sentait la sueur perler sur son front. Le col roulé noir en laine d'agneau qu'elle avait enfilé en catastrophe collait désagréablement à sa peau. Passant la main dans sa longue crinière brune emmêlée, elle se cala contre le dossier et ferma les yeux pour reprendre son souffle. Dire que cette nouvelle année lui semblait si prometteuse.
Janvier était à peine entamé et Joanna avait déjà l'impression non pas de tomber, mais d'avoir été violemment projetée du haut de l'Empire State Building, à toute vitesse, sans préavis. Matthew. L'amour de sa vie, ou plutôt l'ex-amour de sa vie depuis la veille, en était la cause. Joanna se mordit la lèvre. Elle ne pouvait pas se remettre à pleurer. Elle tendit le cou pour garder un œil sur le banc le plus proche de l'hôtel. Par chance, celui que tout le monde attendait n'était pas encore arrivé. Les grandes portes étaient ouvertes et elle pouvait voir dehors les paparazzis triturer leurs objectifs ou fumer leurs cigarettes. Devant elle, les invités endeuillés commençaient à gigoter sur les assises en bois inconfortables et à chuchoter à l'oreille de leurs voisins. Elle fit un inventaire rapide de la foule et nota quelques noms célèbres à mentionner dans son article. Tous n'étaient pas faciles à identifier, car elle ne voyait que l'arrière de leur crâne, essentiellement gris ou blanc. Alors qu'elle griffonnait ses suppositions sur son carnet, les souvenirs de la veille l'assaillirent à nouveau. Dans l'après-midi, Matthew avait sonné à la porte de son appartement de Crouch End à l'improviste. Après avoir passé Noël et le réveillon du Nouvel An ensemble, ils avaient décidé de s'accorder quelques jours au calme dans leur appartement respectif avant de reprendre le travail. Pour Joanna, la fin des vacances avait malheureusement été gâchée par le plus gros rhume qu'elle ait eu depuis bien des années. C'était ainsi qu'elle s'était retrouvée à ouvrir la porte en pyjama de flanelle avec ses grosses chaussettes rayées, serrant contre elle une bouillotte Winnie l'ourson. Elle avait tout de suite su que quelque chose clochait. Il était resté dans l'embrasure de la porte, refusant d'ôter son manteau, le regard fuyant. Il l'avait alors informé qu'il avait beaucoup réfléchi. Il ne voyait pas d'avenir pour leur relation. Peut-être valait-il mieux arrêter là. Ça fait 6 ans qu'on est ensemble, depuis qu'on a quitté l'université. Je ne sais pas, j'ai toujours pensé qu'avec le temps, je finirais par vouloir t'épouser, unir nos vies officiellement. Mais je n'en ai toujours pas envie. Triturant machinalement les gants qu'elle lui avait offerts pour Noël, il avait conclu platement « Et si je ne ressens pas ce besoin maintenant, je ne pense pas que ça arrivera un jour. » Devant son expression coupable et circonspecte, Joanna avait senti ses doigts se serrer sur la bouillotte. Elle s'était alors empressée de fouiller dans les poches de son pyjama pour en extirper un mouchoir humide. Enfin, elle l'avait regardé droit dans les yeux. « Tu la connais ?» Le visage et le cou de Matthew avaient aussitôt viré au rouge et il avait balbutié « Je ne voulais pas que les choses se passent comme ça, mais ça m'est tombé dessus et je ne peux plus faire semblant. » Vraiment. En se remémorant leur réveillon ensemble, Joanna s'était dit qu'il avait pourtant été un très bon acteur. L'autre femme s'appelait Samantha. Elle travaillait dans la même agence de pub que lui, une directrice de la création, qui plus est. Leur liaison avait commencé le soir où Joanna avait raté la soirée de Noël de l'agence de Matthew, car elle faisait le pied de grue devant le domicile d'un parlementaire conservateur, empêtré dans une histoire sordide. Le mode cliché s'était mis à clignoter dans la tête de la jeune femme. Mais après tout, il y avait bien une raison pour laquelle on les appelait ainsi. Les clichés étaient des dénominateurs communs du comportement humain. « Je te jure que j'ai tout fait pour arrêter de penser à ça, » avait continué Matthew. « J'ai réellement essayé à Noël. J'étais tellement bien avec ta famille dans le Yorkshire. Mais ensuite, je l'ai revue la semaine dernière, juste pour prendre un verre et... » Exit Joanna. Bonjour Samantha. C'était aussi simple que ça. Elle n'avait plus que le dévisager, les yeux brûlants sous le coup du choc, de la colère et de l'angoisse. Alors qu'il poursuivait « Au début, je pensais que ce n'était qu'une passade, mais maintenant, c'est une évidence. Si je ressens ces choses pour une autre femme, je ne peux tout simplement pas m'engager auprès de toi. Je sais que c'est la meilleure décision pour nous deux. » Attendait-il des remerciements pour la noblesse de son geste ? S'était-elle demandé. Pour nous deux, avait répété Joanna d'une voix plate. Puis elle avait éclaté en sanglots fiévreux et l'avait entendu marmonner à nouveau des excuses. À travers ses paupières alourdies par les larmes, elle l'avait vu s'affaler sur le fauteuil en cuir, l'air vaguement honteux. « Dors !»
avait-elle enfin croassé. « Sale menteur infidèle! Va-t'en! Je ne veux plus te voir !» Avec le recul, c'était son manque de conviction qui avait le plus blessé Joanna. Il n'avait même pas cherché à protester. Il s'était levé, mentionnant au passage les quelques affaires qu'il avait à récupérer chez elle, parlant de discuter calmement une fois que les choses seraient retombées, et il s'était rué vers la sortie. Joanna avait passé le reste de la journée à sangloter au téléphone avec sa mère, à hoqueter sur la boîte vocale de son meilleur ami Simon et à tremper de larmes la fourrure de sa bouillotte Winnie l'ourson. Enfin, à coups de sirop contre la toux et de brandy, elle avait fini par s'endormir avec, pour seule consolation, le fait qu'il lui restait encore quelques jours de vacances grâce aux heures sup qu'elle avait empilées avant Noël. Mais à 9h, ce matin-là, son téléphone avait sonné. Émergeant difficilement de son coma médicamenteux, Joanna avait tendu la main vers l'appareil et prié pour y voir un appel de Matthew, dévasté et repentant. « C'est moi !» avait aboyé une voix au fort accent écossais. Joanna avait adressé un juron silencieux au plafond. « Bonjour à toi aussi. Qu'est-ce que tu veux, Alec? Je suis en repos aujourd'hui. »« Désolé, mais non. Alice, Richie et Bill sont tous les trois malades. Ton jour de congé attendra. » Avec une quinte de tout exagérée, elle avait répliqué « Bienvenue au club. Désolé, Alec, mais moi aussi, j'ai 42 fièvres. » Vois les choses de cette façon. Si tu viens au boulot aujourd'hui, tu profiteras encore plus des jours de repos qu'on te doit. Non, vraiment, je ne peux pas. Je suis clouée au lit, je tiens à peine debout. Dans ce cas, c'est parfait. C'est un reportage assis à l'église des acteurs de Covent Garden. La messe d'hommage à Sir James Harrison commence à 10h. Tu ne peux pas me faire ça, Alec, je t'en prie. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est de poireauter pendant des heures dans une église pleine de courants d'air. J'ai déjà une grippe monumentale. Si tu fais ça, c'est à mes obsèques que tu vas devoir aller. Ce n'est pas négociable. Je te paie le taxi aller-retour. Tu peux rentrer directement chez toi une fois que ça sera fini et m'envoyer l'article par email. Ah, et essaie de parler à Zoé Harrison. J'ai envoyé Steve pour les photos. On devrait pouvoir faire la couverture si elle s'est pomponnée. Ok, à plus. Aussitôt l'appel terminé, Joanna s'était affalée sur son lit, enfonçant son crâne endolori dans l'oreiller. « Et merde !» Puis elle avait commandé un taxi et retourné son placard pour trouver une tenue noire appropriée. La plupart du temps, Joanna adorait son job. Elle vivait même pour lui, d'après Matthew. Mais ce matin-là, elle s'était sérieusement demandé pourquoi. Après quelques CDD dans des journaux régionaux, elle avait décroché un poste de reporter junior au Morning Mail, un des quotidiens les plus vendus du pays, et dont les bureaux se trouvaient à Londres. Néanmoins, sa position durement gagnée au bas de l'échelle ne lui permettait pas de refuser quoi que ce soit. Alec, le rédacteur en chef des actualités, ne manquait pas une occasion de lui rappeler qu'un millier de jeunes journalistes ambitieux étaient prêts à tout pour prendre sa place. Ces 6 dernières semaines à la rédaction avaient été les plus éprouvantes de sa vie. Elle ne comptait plus ses heures de travail acharnées et Alec, tour à tour bourreau et professionnel investi, entendait bien sûr que, comme lui, elle sacrifiait tout pour son métier. « J'échange pour la section lifestyle quand tu veux », avait-elle marmonné entre 2 reniflements.